Pour rentrer un peu plus du coup dans les élections européennes vraiment actuelles, le 22 mai dernier, vous avez apporté publiquement votre soutien, au sein d'un communiqué, à la liste du coup Réveiller l'Europe, du coup soutenue par le Parti socialiste et par le Parti Plaque Publique, et menée par Raphaël Glucksmann. Donc déjà, la première question, c'est de savoir pourquoi avoir attendu le 22 mai pour mettre votre soutien publiquement à Raphaël Glucksmann. D'abord parce qu'il m'a semblé que le moment était bien choisi, c'est-à-dire le moment qui précède l'élection. Dans un certain milieu médiatique, il y a longtemps qu'on parle de l'élection européenne, mais finalement les citoyens sont intéressés quand ils le sont, et je l'espère qu'ils seront intéressés plutôt dans les derniers moments d'une élection. Donc c'est le moment où ils s'en préoccupent véritablement. Donc il me semblait que c'était le bon moment. Voilà, c'est sans doute la première raison. La deuxième raison, je ne vous le cache pas, j'ai hésité à rendre public mon soutien. J'ai hésité non pas sur le fond, sur le fait que je doutais de mon soutien à la liste donc conduite par Raphaël Glucksmann, mais parce que je représente la diversité de la gauche à Aix-en-Provence. Et que, d'une certaine manière, si j'ai su rassembler, c'est d'une part parce que je n'appartiens à aucun parti politique, peut-être. J'espère que c'est aussi sur mes qualités, bien sûr. Mais j'ai aussi su rassembler parce que je fais partie de ces gens qui sont très attachés à l'union de la gauche, qui sont très attachés, après des moments qui ont été difficiles, à construire, même à un niveau qui peut paraître modeste, un niveau local, un projet commun, politique commun. Donc je tenais en quelque sorte à ce que mon soutien ne soit pas interprété négativement. Je n'élimine pas les autres listes. Et c'est justement de ce constat... Je fais un soutien qualitatif et déclaré à la liste de Raphaël Glucksmann. C'est justement de ce constat en fait, que découle ma prochaine interrogation. En fait, c'est de se dire qu'il y a un spectre assez large de listes de gauche pour ces élections européennes. Pourquoi cette liste plutôt qu'une autre? D'abord, je vous ai dit que j'étais de la gauche européenne. Pour moi, c'est la liste de gauche la plus européenne. Raphaël Glucksmann n'a plus besoin de montrer et démontrer qu'il est un partisan convaincu de l'Union européenne. Son travail au Parlement européen le montre. Le Parti socialiste et Place Publique sont des partis européens qui ont conscience des enjeux européens pour la gauche elle-même. Donc pour moi, c'est d'abord pour cela que naturellement je soutiens une telle liste. Je peux encore une fois comprendre les critiques à l'égard de l'Europe. Je peux comprendre certaines critiques pertinentes que peuvent d'autres listes de gauche faire à l'Europe, mais je reste dans ma cohérence européenne. Donc c'est la première raison. Mais je n'ai pas l'habitude de me défiler. Il y a une seconde raison qui est plus française et interne. Je pense que la gauche aujourd'hui n'est pas sur le bon chemin dans notre pays. La gauche, elle est minoritaire, elle est divisée, elle est non seulement minoritaire en voix, mais elle est minoritaire dans le débat public. On dit beaucoup que la société française se droitise. Je ne sais si c'est exactement vrai, mais la nature a horreur du vide. Et je trouve que la gauche est soit mal positionnée, soit inaudible sur un certain nombre de sujets. Et je ne veux pas désespérer. Je ne veux pas que la gauche soit dorénavant une gauche de pétition de principe, une gauche qui sera regardée par une grande majorité de citoyens comme avec méfiance, avec un manque de confiance. Et c'est pas ma gauche, ça. Et vous ne pensez pas qu'on peut vous reprocher d'essayer de nationaliser un enjeu européen? Non, vous me demandez pourquoi. Oui. La première raison, c'est l'Europe. Mais je vais alors vous le dire autrement. Raphaël Glucksmann, c'est pas lui, c'est la liste. La liste qui conduit, évidemment. La liste qui conduit. C'est une liste qui peut avoir la chance d'être majoritaire au Parlement européen. Ce n'est pas le cas des autres listes de gauche. Évidemment. Il peut être majoritaire, notamment en s'alliant évidemment à sa famille politique, disons, naturelle. On va dire que ce sont les sociodémocrates, c'est un peu plus compliqué que cela, mais les sociodémocrates. Et dans des alliances avec notamment le groupe des écologistes, il y a une majorité possible, selon les résultats
qui auront lieu après le 9 juin un peu partout en Europe. Donc les politiques européennes de demain, notamment en matière sociale, en matière écologiste, en matière démocratique, ce sont des politiques qui peuvent devenir des politiques de gauche. Ça sera sans doute jamais suffisant, on pourra toujours être insatisfait, mais c'est une gauche de gouvernement au Parlement européen qui peut être majoritaire. Et pourquoi j'en viens à l'aspect national? Parce que moi aussi, demain, je recherche une gauche de gouvernement majoritaire dans mon pays. Et je vous regarde dans les yeux, c'est possible. Sauf que lorsque je le dis, et du coup ça rend pertinent ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, pas grand monde me croira. Pas grand monde me croira. Et donc c'est très très important d'affirmer un tel soutien avec, c'est les deux faces d'une même monnaie, hein, avec à la fois l'Europe et à la fois la perspective au niveau national de reconstruire cette gauche de gouvernement. Mettre les deux côte à côte sans que l'un efface l'autre. Je vois bien ce que vous voulez dire. Du coup, dans le cadre de notre émission, on a eu l'occasion de réaliser pas mal de micro-trottoirs pour parler de l'Europe. Et du coup, on a recueilli quelques ressentis. Certains nous disaient qu'on ne parle pas assez de l'Europe, qu'on n'a pas assez d'informations à ce titre, à ce sujet dessus. Et d'autres nous disaient justement leur crainte du fait que l'Europe était trop présente et, entre guillemets, écrase le pouvoir des différents États. Du coup, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire aux Aixois ou leur expliquer en quoi les élections européennes vont concrètement agir sur leur quotidien et répondre aussi à cette peur du fait que l'Europe décide tout, ce fantasme, puisse tout décider à l'échelle de la France? D'abord, c'est effectivement un fantasme, et en fait, c'est à la fois une erreur et un fantasme que de considérer que l'Europe fait tout, nous gouverne dans tous les domaines. Ça, c'est la rhétorique de l'extrême droite, ou la rhétorique, comme je vous ai dit, des responsables nationaux qui, ne voulant pas assumer leurs propres décisions, font porter le chapeau à l'Europe. Vous savez, l'Europe, c'est pour certains comme le poumon de Molière. Pour ceux qui connaissent Molière, il est malade, il a quoi? C'est le poumon. Mais il a quoi? C'est le poumon. Mais enfin, de quoi s'agit-il? C'est le poumon. Voilà. L'Europe, pour certains, c'est toujours le bouc émissaire, c'est toujours le poumon. Et donc, c'est ce qui explique en partie, ce n'est pas la seule raison que les citoyens puissent avoir cette méfiance. Non, l'Europe a des compétences précises, l'Europe ne s'occupe pas de tout, ce n'est pas vrai, et surtout, les gouvernements en Europe ont les moyens d'asseoir leurs décisions sur un débat commun, démocratique, auquel souverainement ils participent. Contrairement à ce qu'on nous dit, l'Europe, ce n'est pas perdre sa souveraineté, c'est partager dans certains domaines sa souveraineté, ce qui n'est pas du tout pareil. Oui, il faut une culture de compromis. La Hongrie, l'Allemagne et la France ne vont pas forcément parler sur tous les sujets, et c'est heureux d'ailleurs d'une certaine manière, mais ça rend les choses complexes de la même manière. Donc il faut avoir une culture de compromis. Mais les États ont largement la main en Europe. Ce qu'on pourrait reprocher à l'Europe, c'est de ne pas être assez citoyenne. C'est que le Parlement européen ait encore des pouvoirs relativement restreints par rapport aux parlements nationaux, par exemple, dans nos différents pays européens. C'est ça que l'on pourrait critiquer ou interroger. Et donc, elle n'est pas assez citoyenne, elle n'est pas assez transparente, elle n'est pas assez démocratique. Oui, je le dis, c'est vrai, mais très souvent, ce sont les États et les gouvernements qui concourent finalement à cet écran et au fait que le citoyen ne se reconnaît pas toujours. Et moi, ce que je veux dire, à travers l'exemple des jeunes, on peut le dire, ce que je veux dire à tous ceux qui seront en âge de voter, mais même au-delà, aux citoyens et aux citoyennes françaises et français, moi, ce que je veux leur dire, c'est que ce sont aussi des citoyens européens. Quand vous avez votre passeport, il est à la fois français et européen. Je voudrais qu'on comprenne ça. En fait, c'est parce qu'on est français qu'on est européen. L'Europe n'efface pas notre identité. Le fantasme d'une Europe technocratique, d'une Europe qui effacerait nos identités, d'une Europe fédérale qui mettrait fin aux identités nationales, c'est faux. L'Europe que nous avons construite sur les nations et les États. C'est parce que je suis hongrois, c'est parce que je suis espagnol, c'est parce que je suis allemand, c'est parce que je suis français que je suis européen.
c'est très important, c'est une citoyenneté de superposition. Mais la manière dont vous en parlez, c'est une réflexion qui est très logique et qui prend tout son sens. Mais du coup, comment on fait pour des personnes comment on explique le fait, que des citoyens lambda soient persuadés, durs comme fer, de l'inverse? Eh bien, ils sont persuadés de l'inverse, d'abord parce qu'il y a des discours anti-européens depuis de très nombreuses années. Ensuite, ils le sont parce que c'est vrai que parfois, ce que l'on voit de l'Europe, c'est des normes contraignantes qui sont réelles, qui parfois peuvent être discutées, qui parfois, en fait, ont un sens qu'il faudrait expliquer aux citoyens. Donc, ils ont l'impression d'une Europe chicaneuse ou alors d'une Europe tentaculaire qui nous empêcherait de faire. Et ça, c'est totalement faux. Et on a eu tendance véritablement, dans les différents, je dirais, responsables politiques et les différents gouvernements que nous avons eus de droite ou de gauche, à trop se défausser sur l'Europe et à insuffisamment assumer les décisions que l'on prenait en Europe à l'échelon national. C'est vraiment un réel problème, cela. Ce n'est pas le seul, mais pour moi, c'est un réel problème. Donc retenez, là, je pense à beaucoup d'électeurs, à la citoyenneté de superposition. Ce n'est pas que des mots d'universitaires, ça a un autre sens. En fait, on a tous des identités multiples. Vous voyez, l'Europe nous apprend la diversité. On a souvent une identité de nos origines, on peut avoir des origines très différentes. Ensuite, il y a un creuset régional, national. Bien sûr. Et ce creuset devient également européen. L'Europe apprend la diversité. Nous parlions tout à l'heure de l'Espagne. Ce n'est pas idéal, mais en Espagne, à Barcelone, on se sent catalan, espagnol, parfois c'est un peu dur, mais quand même, espagnol et européen, sans qu'il y ait de contradictions et de différences. Nous sommes un pays qui a une grande histoire. Je suis français jusqu'au bout, les ongles, mais parfois en France, on a trop tendance à remplacer ce que je viens de dire, la citoyenneté de proposition, par « je suis français », toujours français, et encore français. Je vais volontairement prendre le contre-pied de ce que j'ai pu dire sur le scepticisme ambiant vis-à-vis, à l'égard en tout cas de l'Europe. Il y a un récent sondage Ipsos qui est sorti en mai, qui exprime le fait que 79% des Français sont globalement favorables au projet européen. Pourtant, pour revenir surtout sur un point local, à Aix-en-Provence, lors du dernier scrutin européen, c'est 50,2% des Aixois qui sont abstenus. Du coup, c'est assez paradoxal de voir que les gens sont favorables au projet européen mais ne vont pas voter. Comment pour expliquer, pour le cas aixois surtout, cette abstention? Alors, moi je vais prendre votre question de la même manière, mais finalement en ajoutant un élément. Vous avez raison, c'est Aix-en-Provence, normalement, a, on va dire, une configuration, une sociologie qui pourrait l'amener à s'intéresser aux élections européennes. Particulièrement parce que ce n'est pas qu'une ville de province, comme on dit en France, j'aime pas ce mot, mais bon, c'est une ville universitaire, une ville internationale, une ville où le tourisme a beaucoup d'importance. C'est une ville qui est en relation avec son écosystème, tout à bien du côté de l'Italie que du côté de l'Espagne, et également d'ailleurs avec le sud méditerranéen. Donc on pourrait penser que c'est une ville qui, de ce côté-là, plus tournée vers l'extérieur que d'autres, serait intéressée par les questions européennes et le projet européen. Et donc les chiffres que vous me donnez, que je connaissais, ils sont particulièrement préoccupants. Ils sont particulièrement préoccupants. Alors après, les raisons profondes de cela, qu'est-ce qui explique cela? On a déjà beaucoup parlé. Une Europe insuffisamment intelligible, une Europe insuffisamment proche et protectrice, une méconnaissance des mécanismes européens, mais vous me direz que parfois il y a aussi une méconnaissance des mécanismes français, d'une certaine manière. Et puis, je n'ai pas connu, et celle-ci n'échappe pas à la règle, et je ne suis plus un très jeune, je n'ai pas connu une campagne européenne qui soit européenne. Dans quel sens vous dites ça? C'est-à-dire que les listes qui se présentaient aux élections européennes ont essentiellement, sauf exception, parlé de problèmes nationaux. Et aujourd'hui, vous voyez bien que dans les médias, la question qui est posée, c'est est-ce que l'extrême droite va faire un score vertigineux
Si elle fait ce score vertigineux, quelles conséquences ça aurait en France, même si on parle des conséquences que ça aurait en Europe, quelles conséquences d'abord cela aurait en France? Et on se sert souvent des élections européennes pour faire parfois des élections de middle term, comme on dit aux États-Unis, pour sanctionner le gouvernement en place. Et très souvent, d'ailleurs, c'est des listes que l'on n'attendait pas, qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Mais en fait, c'est très peu, pour les citoyens, c'est très peu intelligible tout ça. Finalement, vous savez, les gens qui vont voter Bardella, ils ne vont pas voter pour forcément une Europe Bardella. Ils vont voter Bardella pour, en fait, dire non à Emmanuel Macron. C'est aussi simple que ça. C'est très souvent comme ça qu'est présentée de toute manière cette élection. On en parle comme, dans les médias, la seule élection de mi-mandat. Enfin, oui. avant l'échéance présidentielle. Du coup, c'est en fait oui, la chose dont on disait élection au niveau national. Exactement. Et du coup, certains voient ça plutôt comme un vote de sanction que conviction. Alors que l'Europe, elle ne sanctionne pas. Elle est censée convaincre. Oui, ça pose un problème majeur. Je pense que d'ailleurs, c'est aussi en partie, ça dépend des pays, comme ça dans d'autres pays européens, le débat reste éminemment national. On peut le regretter, on doit le regretter. Mais vous pensez il est insuffisamment européen. Maintenant, vous voulez que je vous dise, je vais faire hurler, mais quand je dis ça, je ne dis pas mes préférences pour aujourd'hui. Mais vous comprenez bien que si on votait à l'échelon européen, non pas par nation, mais à l'échelon européen pour un Parlement européen, les débats seraient autres. Ils ne seraient pas que nationaux, ils seraient transversaux. Je ne dis pas que c'est pour demain, et je ne le souhaite pas pour demain, parce qu'on n'est pas capable encore d'avoir la maturité suffisante au niveau européen pour envisager cela. Mais peut-être que vous le verrez, peut-être que ça sera le cas un jour, je ne sais pas. En tout cas, si on vote chaque fois au niveau national, en fait, très souvent, on parle de ce qui se passe en Allemagne, de ce qui se passe en France, ce qui se passe en Italie ou en Espagne, et peu des questions européennes transversales. Et vous ne pensez pas qu'à l'échelle locale, du coup, à l'échelle vraiment aixoise, quand j'aurais dit les chiffres au cas où nos spectateurs ne l'auraient pas bien entendu, de 50,2% d'abstention pour le dernier scrutin européen, ce qui est énorme, est-ce que vous ne pensez pas que les élus locaux auraient un devoir d'information, un devoir de donner envie aux électeurs d'aller voter, et que c'est peut-être un manquement de ce type qui explique une si forte abstention? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est peut-être pour ça que je suis devant vous aussi. Hein. J'ai répondu à votre invitation, j'ai fait ce communiqué. Pour moi, c'était une forme d'engagement d'un élu local dans le contexte de ces élections européennes. Et donc, le faire, c'est déjà faire sens. Ça a un sens, ce que je suis en train de faire. Un élu local qui parle des questions européennes et de l'importance de ces élections européennes. Mais qui en parle, je l'espère, j'espère que certains le ressentent, de manière qui se veut bien sûr engagé et partisan, mais qui se veut aussi, un engagement dans un débat démocratique. Je ne suis pas en train de jouer ce que certains jouent, c'est-à-dire de détourner l'élection européenne de son sens pour d'autres enjeux. Voilà. Ça, je ne le ferai jamais. Je dis aux citoyens aixois que l'Europe, ça les concerne, dans les enjeux de leur territoire, comme à l'échelle de leur pays, et dans les politiques générales qui sont menées en Europe. Et c'est de cette manière-là que je fais un engagement européen et que je fais de la politique. Je ne vais pas faire, j'insiste lourdement, comme certains, peu importe dans le paysage politique, qui détournent les élections européennes de leur objet. Et c'est important de le préciser.